Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est mon amie Catherine qui va m'interviewer. On avait envie de mener cet entretien sur le burn-out amoureux. À savoir que j'avais déjà fait une conférence que vous retrouverez, on mettra le lien sur une conférence d'1 h 30 sur le burn-out amoureux. Mais là, c'est plutôt sur ma biographie. Moi-même j'ai vécu un burn-out amoureux et donc je trouve intéressant qu'elle m'interviewe pour que vous ayez un peu des informations sur comment ça s'est passé pour moi. Bon, de temps en temps, je parle de mon expérience personnelle, parce que je trouve que ça peut résonner sur vos histoires à vous, dans des périodes peut-être différentes de votre vie, et que ça peut vous donner aussi des éclairages. Vous pouvez vous retrouver là-dedans et vous dire « Ah bah oui, moi aussi, elle aussi », et puis tiens, bah, donner des pistes de... Bah là, c'est comment je m'en suis sortie à la fin, vous verrez comment je vais développer comment je m'en suis sortie. Donc tout d'abord, c'est assez intéressant cette expression burn-out amoureux, puisque habituellement on entend beaucoup parler de burn-out. Dans le monde du travail, c'est très très bien décrit et analysé. Et de fait de mettre ces deux mots en apposition, burn-out amoureux, c'est assez intéressant et c'est pas très souvent usité. Non. Et toi, c'est quelque chose que finalement c'est un sujet finalement que tu as pris à bras le corps. Oui. Et est-ce que tu peux nous expliquer finalement ce que c'est ce burn-out amoureux? Alors, il se trouve que quand je me suis intéressée au sujet, c'était il y a, je crois, 2 ans environ, le mot existait déjà, tu vois, et c'est récent en fait. C'est toujours pareil, ça vient des États-Unis. Il y a une Américaine qui a dû commencer à catégoriser burn-out et burn-out amoureux, parce qu'avant ça n'existait pas, comme tu disais, c'est burn-out professionnel. Et donc voilà, donc ils ont rajouté la catégorie amoureux. Et du coup, je me suis intéressée et j'ai vraiment agrippé le sujet en me disant oui, c'est vrai. Non seulement ça m'a parlé pour ma propre histoire, mais je vois plein de... Bah oui, puisque moi je consulte des personnes qui sont mal en point sur leur relation amoureuse. J'ai quand même vu pas mal de patients à moi être en burn-out amoureux. Et en souffrance. Et en souffrance. Et donc du coup, j'avais donné une conférence là-dessus. J'ai écrit un e-book là-dessus que vous retrouvez sur mon site. Je mettrai de nouveau les liens en ligne gratuit pour un peu développer ce qu'on va... Là, je vais parler de moi, mais sinon, oui, je l'ai vraiment développé. J'ai pris le sujet à bras-le-corps, comme tu le dis, parce que je trouve qu'effectivement, il n'y a pas que des burn-out professionnels. On peut être vraiment en burn-out. Burn-out, il y a le côté feu brûlé. Tu peux brûler émotionnellement de trop d'intensité, de tout partout. De surcharge mentale. De surcharge, mais pas que mentale, émotionnelle, physiologique, parce que ça va toucher le soma, le corps aussi, tellement que tu es en tension, en surchauffe en fait. Et c'est brûler le mot, le feu, quoi. Et je pense que c'est vraiment important de se rendre compte que parfois, petit à petit, ça ne se fait pas comme ça, tu n'es pas en burn-out comme en professionnel, il y a des signes précurseurs. Et d'un coup, à force de pas faire de pas tenir compte de ces signaux d'alarme, tu finis en burn-out, et là c'est amoureux. Et toi, alors, à quel moment as-tu compris que tu vivais un burn-out amoureux? Eh ben, tardivement, malheureusement. C'est bien ce que je viens de dire. Too late. Je viens de le dire, c'était tellement tard. C'est ça le problème, en fait. Je suis en train de me rendre compte que ne pas tenir compte, on fait du déni en général. J'en avais fait énormément. J'avais plein de signaux qui me signalaient « mais attends, ça va pas, il y a trop de tension ». Mais je me racontais l'histoire, c'est tellement une belle relation. Donc le déni, c'est aussi l'idéalisation. C'est aussi ramener ton attention sur tout le bon et rendre le bon indispensable à ta vie et méconnaître du coup le mauvais. Et donc te raconter une histoire qui est fausse. Oui, voilà. Et voilà. Et ça, c'est ça la réalité. Et pourtant, non, parce que la réalité, c'est que tu as des signaux d'alarme dans ton corps, il y a beaucoup de tension, donc tu es obsédé. J'avais fait un travail sur la limérance. On est obsédé par la relation, par l'autre, par ce qui se passe, etc. Et donc ça prend énormément d'énergie. Pendant ce temps-là, tu ne peux pas tellement te concentrer sur tes affaires professionnelles et personnelles. Et en parlant d'énergie, est-ce que tu avais l'impression de tenir cette relation à bout de bras? Oui, tout à fait. J'avais l'impression que, d'abord à l'époque, c'était moi qui courait derrière. C'est quand même souvent le cas quand on est en burn avant de sombrer dans la chute. Le burn-out, c'est la chute, t'en peux plus, ça disjoncte, quoi. Là, c'est grave. Mais avant, tu as toute une période qui peut durer très longtemps, où souvent, c'est toi qui cours derrière l'autre. Bon, là, c'était mon cas, même si c'était pas tout blanc, tout noir. Donc, même s'il me donnait des signes comme quoi il était aussi en amour pour moi, etc. C'est quand même moi qui portais le plus la relation. Et c'est souvent dans les relations qui s'emboîtent passionnelles, tu en as souvent un qui court derrière et l'autre qui fuit un peu, tu vois, c'est le classique.
Voilà. Et donc du coup, ça déclenche encore plus ça déclenche. d'agrippement. Bah oui, parce que celui qui fuit un peu, Ouais. qui tient à toi, mais pas tant que ça, mais qui quand même. Donc du coup, toi, tu as vraiment envie de te dire, mais non, ça pourrait. J'ai l'espoir que ça va revenir à la réciprocité, que voilà. Bon, et du coup, tu cours encore plus. Ouais. Et plus tu cours, plus tu es tendu et plus tu as du stress. Et au bout d'un moment, ça te finit en burn-out. Ouais. Et oui. Et quelles étaient, selon toi, les causes finalement de ce que tu as ressenti comme une fatigue profonde à ce moment-là? Bah, les causes, c'était le déni. C'était que je ne voulais pas. D'abord, je l'avais rendu indispensable sur plein de champs dans Tu ma étais vie. encore très, très amoureuse. Ah bah, j'étais non seulement alors très amoureuse, mais je l'avais aussi, ça c'est important parce que dans les problématiques de dépendance affective, des fois tu ne te rends pas compte que tu ne te rends plus autonome. C'est-à-dire tu crois que tu n'es plus compétente. Par exemple, comme il était beaucoup dans ma vie professionnelle, on faisait beaucoup de choses ensemble, il m'aidait sur la chaîne, il m'aidait sur l'informatique, sur plein de trucs en fait. Et je croyais qu'il m'était indispensable, Voilà. tu vois. Et donc du coup, ben, ça devenait compliqué pour moi d'imaginer si jamais je commençais à mettre mes limites de manière ferme, le risque de le perdre. Ouais. Et ça fait partie des causes sur lesquelles, en général, à l'idée de perdre, tu te dis, mais comment vais-je faire? Ça va être compliqué, je ne vais jamais gérer. C'est l'origine du stress. C'est l'origine du stress. Bon, voilà, et donc c'est ça qui est lourd. Penses-tu que ça vient finalement d'un déséquilibre dans le couple? Ah oui, j'en ai un peu parlé. En général, celui qui tombe en burn-out, c'est celui qui met qui surinvestit, qui met trop d'énergie au service de la relation pour que la relation tienne la route. Tu vois, celui qui a moins peur de perdre, il est plus léger avec ça. Il fait moins de burn-out. Parce qu'il est assez en sécurité, il est tranquille. Il dit oui, la relation c'est chouette, j'aime bien, mais pas à n'importe quel prix. Voilà. Et donc, il se met moins de stress. Ouais. Celui qui tient absolument à ce que cette relation perdure, lui, va se mettre du stress. Et puis en plus, il la veut parfaite. En plus, la relation. Il la veut parfaite, il la veut surtout dans sa direction. Il veut que la relation le comble, comble ses manques. Et oui. C'est ça le truc. Bien sûr, ça comble ses manques. Et là-dessus, tu veux développer un petit peu, finalement... c'est ce qu'on dit aussi dans le monde du travail, je refais le parallèle, tout le monde ne fera pas un burn-out amoureux. Parce qu'il faut une base, il faut un psyché sous-jacent pour faire que ça se mette en œuvre. Ah oui, tout le monde ne fera pas un burn-out amoureux, ça c'est sûr. D'ailleurs, une fois que vous avez fait, c'est le cas, hein, moi j'ai fait un long travail de thérapie suite à ce burn-out amoureux où j'ai vraiment été malade. D'ailleurs, on le voit parce que juste entre parenthèses, j'avais fait une conférence à l'époque sur le chemin de la vulnérabilité. J'avais 15 kilos de moins, c'était juste après, c'était 6 mois ou 1 an après, mais j'étais en piteux état en fait. Ouais. Je pouvais même plus bosser à un moment donné, tellement j'avais sombré, ça avait disjoncté complètement, quoi. J'avais des troubles aigus digestifs, enfin pas que, j'étais vraiment... Et donc, oui, redis-moi la question. C'était oui, tout le monde ne tombe pas en burn-out amoureux, ça c'est sûr et c'est certain. Maintenant, je ne pourrais plus me faire attraper de la même manière, ça c'est sûr. Je peux rentrer dans la fusion aujourd'hui et sortir de la fusion parce que j'aime bien l'état amoureux, je vois pas pourquoi on s'en priverait, je le dis tout le temps, mais c'est pas rendre l'autre consciente. J'étais consciente que j'étais amoureuse, mais j'ai le peur de perdre, tu vois. J'ai écrit un bouquin aussi sur la peur de perdre l'autre, que c'est tant que tu que tu veux pas lâcher l'affaire de l'état amoureux et de la belle histoire que tu veux absolument. Tu ne peux pas rentrer et sortir, tu vas rentrer dans la fusion, tu ne vas pas en sortir. Voilà. C'est le problème. Mais des fois, il y en a même pas qui sont conscients qu'ils sont rentrés dans cette fusion. Non, ils pensent que c'est normal d'être fusionnel, qu'on doit faire beaucoup de choses à deux, que c'est ça le couple. Oui, c'est leur définition du couple. C'est normal. C'est leur modèle parental du couple. C'est ça, c'est le modèle où on fait plein de choses à deux et que c'est normal de partager, c'est la complicité. Voir, c'est bien d'être fusionnel. Parce qu'on est complice, on se soutient. Mais il y a plein de bonnes choses dans la fusion. C'est juste que c'est excessif et qu'après tu rends l'autre vraiment... tu vois, dans ton univers, il est personne tellement spéciale et unique, tellement c'est la pierre angulaire de ton univers que du coup, après, mais t'es paumé, quoi. Et c'est ça qui est malsain. T'as trop d'attentes sur l'autre, il devient tout pour toi. Et tu te perds dans la fusion et c'est une catastrophe. Et souvent, il y a du déni, on s'en rend même pas compte. Parce que c'est petit à petit que tu commences à moins voir tes amis, à renoncer à tes loisirs, au service de la relation, au service de faire plaisir à l'autre, au service de plein de choses. Voilà. Et tu t'en rends même pas compte, ça grignote. Et tu t'effaces. Et tu t'éteins surtout, tu t'effaces, tu t'éteins.
ouais, tu te perds là-dedans. Et tu t'en rends pas compte. Le problème, c'est, je pense que c'est là que ce que je suis en train de dire, je me rends compte maintenant que les signes précurseurs, c'est que je ne me rends souvent pas compte que je donne trop de place à la relation avec l'autre. Comme si c'est normé, c'est normal de faire beaucoup de choses ensemble, comme si c'est normal de faire plaisir, comme si c'est normal de plus faire ses loisirs que tu faisais avant, etc. Tu vois, il y a du déni en fait dans l'air. Ouais. Mais on voit bien dans la société qu'en ce moment, cette réflexion elle est en train de bouger, de tout donner à l'autre parce qu'on est dans un couple et tout ça. Il faut garder un peu d'équilibre entre les deux. Alors ça bouge, et en même temps quand tu es amoureux, et c'est ça le piège, parce que même moi c'était pas si vieux que ça, hein, quand je suis tombée là-dedans, dans le panneau. J'avais beau le savoir, hein, c'était pas. En plus, je crois que je le prenais, je crois que je le disais déjà dans mes conférences, donc théoriquement, je le savais. C'est juste que je suis encore tombée dans le panneau. C'est plouf. Et bien oui, on se fait attraper. Et en fait, je me suis fait attraper parce que c'est vrai qu'il y avait vraiment du bon dans cette relation. Et j'aimais les belles histoires d'amour. Voilà. Et je la magnifiais, cette histoire Voilà. d'amour, pas seulement l'homme que j'aimais, je magnifiais l'homme, mais aussi l'histoire d'amour que je vivais. Relation. Donc c'est ça le truc, et ça m'a fait des zones aveugles en fait, c'était bourré de zones aveugles le truc. Ouais. Et puis on faisait un petit couple parfait, donc tout le monde nous disait « Oh, comme vous êtes beaux ensemble !» Alors tout ça, tu vois, « Oh, qu'est-ce que vous faites un couple, c'est beau !» Tout au service de l'idéal, de la perfection, moi je m'étais fait attraper en fait. Est-ce qu'il y a eu un moment précis où tu t'es dit « Je ne peux plus continuer comme ça » ? Ah bah, il y a eu plusieurs moments précis. Avant que ce soit la chute vertigineuse, il y avait plein de moments précis. Où il y avait une petite voix interne qui me disait arrête ton... Ça t'amène où dans le arrête, par de là. Ah oui, mais il y avait une voix qui disait, et à un moment où j'étais vraiment au plus mal, et que j'ai vraiment failli mourir dans cette histoire, j'avais des troubles du système nerveux, j'avais des troubles dans tous les sens, c'était une voix vraiment forte qui a dit pars de là. C'est la survie. T'as pas le choix. Oui, c'est la survie. Il faut partir là vite. Et je me rappelle cette scène parce qu'il disait mais non. Il essayait de négocier en me disant mais non quand même, patitata. Et j'ai dit non, il faut partir. Là, j'avais plus le choix. Mais il y avait eu plein de moments où il y avait non, c'est pas ça. Il y avait beaucoup d'obsession, de stress. Donc souvent je me disais mais non, mais c'est pas ça cette relation, c'est pas ok, machin. Et je faisais déjà un travail sur moi, mais il y avait j'ai toujours pris des psys pour moi, pour m'aider, mais j'arrivais pas à lâcher. J'étais pas prête. C'est fou, hein, quand on n'est pas prêt pour lâcher le lien et qu'on se raconte tellement de trucs de ah mais c'est quand même bien ce qu'on vit, ah mais j'y trouve du bon, ah mais c'est quand même tu perdures. Et c'est ça le truc du burn-out, pareil sur le professionnel. Hein. Tu persistes alors que tu as plein de signes. Parce que tu as un espoir. Mais tu as un espoir que ça change du mieux. Voilà. Ou dans le professionnel, tu te dis, mais j'ai le devoir et l'obligation de continuer, je ne peux pas m'arrêter. C'est la loyauté, là. La loyauté, mais tu l'as aussi dans le couple. La loyauté au couple. Je dois porter le couple, et puis c'est bien, on s'est mis ensemble pour des bonnes raisons, on ne peut pas lâcher l'affaire comme ça. Tu vois, il y a plein de raisons pour lesquelles la loyauté, le devoir, l'éducation qui nous a construit comme ça. On doit faire un couple, c'est bien, la famille, au service de la priorité, tu as des enfants, au service des enfants, on ne va peut-être pas faire tout exploser, c'est bien de tenir bon. Voilà. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on se raconte. Ne pas exploser le cocon familial. Voilà, des choses comme ça. Il y a plein de bonnes raisons pour aller en burn-out amoureux. Et donc, on se raconte, c'est des biais cognitifs, hein, on se raconte des histoires. Et finalement, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? C'était de prendre conscience et d'accepter que tu étais en épuisement ou d'accepter d'arrêter la relation? De toute façon, l'épuisement, c'est plus que de l'épuisement, c'est que je suis tombée malade. À force. J'avais de l'épuisement avant. Donc il y avait beaucoup d'états d'épuisement, et moi j'avais déjà, en plus comme je travaille en général beaucoup, tu vois, j'ai aussi les burn-out professionnels, donc moi je suis facilement dans les, tu vois, tu as dit il y a des personnes qui tomberont jamais en burn-out et d'autres si. C'est vrai, moi j'ai déjà un profil de burn-out puisque je suis plutôt hyperactive et que je me donne un peu à fond partout. Donc j'avais déjà un système nerveux un peu, on avait peu de marge. Ouais, peu de marge. Et donc ça c'est aussi des profils de personnalité, il faut faire attention. Sous tension. Ouais, oui, des gens qui se donnent un peu à fond partout, en général ils vont se donner aussi à fond dans la relation. Il y a aussi ça. Alors qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup plus en contact avec leurs limites, être beaucoup plus posées. Et commencer, dès qu'elles voient venir le stress un peu ma housse, elles vont se dire non, attends, moi je me pose,
Je ne vais pas donner tout, Oui. tu vois. Donc je pense que c'est important que tu aies soulevé la question. Il y a des personnalités qui vont plus aller dans le burn-out parce qu'elles sont déjà en général plus Ils sur sont, l'accélérateur partout, tu ils sont vois. souvent très généreux, c'est des personnes très Bah oui, généreuses parce qu'elles donnent d'elles-mêmes voilà, et sans voilà. compter. Ouais, c'est ça. Ah oui, oui, c'est erroné. De nouveau, je donne à perte. Voilà. Je donne et j'ai du mal à recevoir autant que je donne. Mm. Et souvent, c'est du déni. Je ne me rends pas compte parce que je le fais avec mon cœur, avec ma générosité, Mm. au service de la loyauté, pour les enfants, mais, et moi je l'ai Pour vu le sur cadre de moi, vie que j'ai planté, pour le que cadre je de veux garder. vie que je veux garder, la maison, le machin, tout ça. Mais en fait, c'est souvent ce qui n'est pas vu, c'est que je fais passer les autres ou l'autre avant moi. Mm, mm, Et mm, ça a été ça a été la bascule pour moi. Ça a été vraiment tout le travail, mais même encore aujourd'hui. Je dois être toujours vigilante sur jusqu'où je fais passer ouais. l'autre ou les autres Bah, avant bien moi. sûr, bien sûr. Et quand tu es rentrée dans cette phase de rupture, hein, pour Ah te bah oui, là, sauvegarder, sauvegarde là, oui. égale rupture à ce Oui, bah moment-là, là, hein, c'était sinon oui, je voilà, passais l'arme à gauche. voilà. Et est-ce que tu t'es sentie coupable ou bien soulagée à ce Les deux. moment-là d'avoir fait cette prise de recul et pris cette décision? Ah bah déjà, j'avais pas le choix. J'étais tellement à bout de. J'étais en survie. Ouais. Donc, mais j'avais quand même une culpabilité. Donc oui, c'était bon, faut partir parce que là, Mm. il faut que tu remontes sur ton bateau, sinon Mais en tu même tu temps, tu te meurs. sentais coupable. Je me sentais coupable de lâcher parce que j'étais avec cet homme qui voulait pas lâcher non plus Et oui. et qui m'entretenait dans l'histoire. Mais oui, mais on a un beau lien, ce serait dommage de tout envoyer dedans. Et puis on s'aimera pour la vie et on s'aime pour l'éternité. Mais pourquoi pas? Mais Mm. pas de parce que là, je continue de le voir, mais pas en couple. Mm. Tu vois, c'était l'idée du couple qui n'était pas saine pour moi. Mm. Par contre, on peut faire, des fois je le dis ça, on peut faire des relations autres que le couple. Peut-être pas au début, dans les histoires de deuil, ben moi je l'ai mis à distance pendant un moment pour plus en entendre parler, pour me remonter dans mon univers. Pour Mais dépolluer ton pour esprit. dépolluer, parce que quand on est complètement collé comme ça en mode fusion, ça marche pas. Mm. Mais après, maintenant j'en fais un ami proche, etc. Je passe dans Agapé, Philia, c'est d'autres types de nature de relations, ou pas. Mais ce qui n'était pas sain pour moi, c'était de continuer à faire couple, en fait. Donc on peut des fois shifter, faire une bascule. Mais je me sentais coupable de lâcher cette histoire un peu romantique qui est, bah oui, mais tu as vu tout ce qui nous unit, ça serait dommage. Je me sentais coupable de lâcher. Et aussi par loyauté, dans l'engagement que j'avais mis. Parce que moi, je suis engagée en général par rapport au boulot, par rapport à tout ça, je suis toujours engagée. Donc c'était l'engagement que je m'étais donné à vivre. Quand tu es engagé, te désengager, c'est compliqué pour moi de me désengager. Oui. Tu vois, pareil pour toi. Oui, tu changes ton périmètre, ton C'est ça. paysage, tout ce que tu as planté dans Ben, ton c'est petit ça. jardin. Tu Et as puis, il y a un planté truc une vie comme ça. ouais, de loyauté. Il faut J'ai modifier. un idéal de la fille qui s'engage. Quand je m'engage, je m'engage. Mais ça, Oui. c'est un truc un peu de perfection. Oui. J'ai aussi appris avec le temps Ouais. à oser me désengager, Ouais. mais même sur des soirées et tout. Tu vois, des fois, tu te dis, ouais, je m'engage à venir. Et bien, maintenant, je le fais moins. Je dis, bah écoute, je sais pas. Selon ce que je sentirai au dernier moment, soit j'irai pas à ta soirée. Tu vois, il y a un truc où j'ai appris à pas m'engager à fond comme ça, parce que c'est assez malsain. Après, Et tu à n'oses plus te t'écouter désengager. d'abord. À t'écouter Bah voilà, d'abord. c'est ça. Mais c'est ça le truc. Ouais, écouter ton ressenti. Et ça, je pense que pour beaucoup qui partent en burn-out amoureux, il y a cette affaire de je ne m'écoute pas tant que ça. Je m'écoute sans m'écouter. Souvent, il y a ces histoires de s'engager, Oui. de ne pas oser se désengager, ou des peurs de perdre, de ne pas être bien sans l'autre, des choses comme ça. Il faut examiner, quand j'ai des patients comme ça, j'examine effectivement les vraies raisons qui les poussent à ne pas arrêter ce lien qui est toxique en fait. En tout cas, pour eux, c'est toxique. Peut-être pas pour l'autre, mais pour eux, c'est toxique. Oui, c'est vrai. C'est très, très, très juste, oui, moi, je trouve. Et ta reconstruction, alors, comment tu as pris soin de toi pour remonter la pente? Psychothérapie, moi j'étais tellement grave que antidépresseurs et tout. Ah ouais, j'ai fait 3 mois. Mais non, mais j'étais vraiment. Non, mais comme quoi, J'ai jamais pensé. Alors moi, je suis pas du tout du genre à manger des médicaments. Mais j'ai jamais imaginé un seul instant que j'en passerais par là. Tu vois. Mais jamais. En plus, je suis plutôt dans la joie de vivre, etc. Je mène une vie équilibrée. Je fais attention à plein de trucs, à mon stress. Depuis des années, avec les burn-out professionnels, je faisais vachement gaffe en fait. Je n'aurais jamais pu imaginer, mais là j'étais tellement dans des zones aveugles. C'était fou le déni que j'avais fait sur la belle histoire, sur le fait que je pouvais tenir, que mais non c'était bien, etc. Oh, incroyable. Donc maintenant, j'ai revisité aussi ce que je pensais des médicaments, des antidépresseurs.
Et souvent, je dis, mais si vous avez besoin de passer Il faut par en là, prendre. passez par là, c'est pas grave. Il faut en prendre. Tu vois, quand on a c'est pas besoin, on a dramatique, besoin. c'est une période où c'est pas besoin de, Ah il n'y a pas oui. besoin d'être dépendant, c'est juste une période. Ça te fera juste aller mieux pendant Bah, le moment où tu as le- besoin c'est- d'être voilà, en meilleur état pour te c'est reconstruire. ça, c'est un soutien, c'est une béquille et c'est Voilà. pas. Par contre, c'est la thérapie, moi, qui m'a aidée. C'est la psychothérapie sur moi pendant, de manière un peu serrée, pendant 2 ans, 2, 3 ans quand même. Parce que ça m'a vraiment permis de voir les angles morts et de me faire soutenir déjà, parce que j'avais vraiment besoin de soutien, autre que cet amoureux, là, ce couple que je formais, qui faisait office de soutien à l'époque. Hein. Et donc, et puis de faire des shifts en fait, mais des petits pas, des petits pas. C'était vraiment des petits pas sur reconstruction. C'est vraiment reconstruire tout mon univers en autonomie. Et c'est pour ça que dans beaucoup de conférences, j'aborde toujours la bascule de l'autonomie affective, qui est cette compétence de ne pas faire seule, parce qu'on n'est pas. Moi, je ne suis pas faite pour faire seule. Moi, j'aime bien, je suis sociable, j'aime bien la relation, j'ai beaucoup d'amis, etc. D'ailleurs, tu es mon ami. À ce propos, ça montre vraiment Bonne nouvelle, la grande nouvelle du jour. que l'amitié, c'est quand même. Et bon, c'est pas l'idée de faire seul, mais c'est pas l'idée de faire trop dans trop de tout, quoi. Ouais. Pas se noyer dans trop de liens partout, trop de couples partout, trop de tout partout. Tu vois, c'est vraiment l'équilibre. Avoir un temps de ressourcement dans la solitude, savoir faire seul et savoir faire avec. Donc c'est pas virer le couple, c'est de ne pas faire un couple à n'importe quel prix. Et ça, j'ai dû l'apprendre. Mais en fait, je me suis rendu compte à cette époque, quand j'étais dans la période de reconstruction, que j'avais jamais été vraiment seule, sans couple. Ouais. J'avais toujours été dans des affaires de couple, en fait. Avec des béquilles, on va dire. Ouais, avec un couple ou un autre couple ou un semi-couple, mais jamais vraiment seule, sans couple. Et je me suis dit cette fois, ma cocotte, Je vais tu vas expérimenter. le seul, mais sans couple. Et je ne me remets pas dans un couple. Ouais. Bon, moi, ça ne m'empêche pas d'avoir des amis ou de temps en temps. Mais je crois que je n'avais même pas eu envie pendant 1 an de me prendre des amants. J'avais même pas. Je trouvais que c'est pas terrifique. Donc j'avais vraiment, je me suis dit, tiens, je vais faire cette expérience vraiment salutaire pour voir et qu'est-ce qui se passe si je m'affronte à la solitude. Après, j'ai trouvé un certain goût. Mais je ne serais jamais tombée dans c'est mieux seul qu'en couple parce que le couple c'est la souffrance. C'est vraiment pas ma tasse de thé et je suis convaincue que c'est pas une bonne idée de faire cœur brisé, cœur desséché, qui est oui mais le couple c'est souffrant donc on fait une croix sur le couple. La preuve d'ailleurs, je repars dans un couple mais j'ai attendu, tu vois, c'était pas. Voilà, et après ça te donne plus de compétences pour faire un tri sélectif, avec qui je fais couple, avec qui je ne vais pas faire couple. On n'est pas obligé de faire couple, mais si je fais un couple, c'est vraiment, il faut que ça se passe bien, que ce soit tranquille, et pas fusion et fusion, tu vois, fusion et diffusion. Donc c'est pas théorique, il faut vraiment, parce que moi je connaissais la théorie, tu vois, je donnais déjà des cours là-dessus, mais c'est pas théorique, c'est vraiment pratique. Il faut vraiment éprouver dans l'expérience que tu es capable de vraiment être bien seul. Le meilleur compagnon pour toi. Et vraiment que tu apprécies ta vie en célibataire pour faire un autre couple, mais que ce soit pas et je peux faire couple et je ne peux ne pas faire couple. Et les deux sont bien. C'est pas un génial et l'autre ou célibataire c'est génial ou le couple c'est génial. Les deux sont ok à même niveau. Ça c'est les gens, souvent les personnes elles n'ont pas ce truc-là. C'est pas à même niveau. C'est où je suis célibataire, ça y est j'ai trouvé c'est génial. Ou plutôt l'inverse, où je suis en couple, c'est génial, et célibataire, c'est nul. Donc, voilà. Oui, et quand tu arrives à ce moment où tu es capable de discerner ces deux situations, tu apprécies chacune des situations, c'est ça. chacun de ces moments, en conjuguant dans une même semaine les deux types de moments. Les moments où tu es en autonomie seule, à faire des choses pour toi-même, et ou des moments où tu es en couple. C'est ça. Et tu apprécies les deux types de moments. Mais, si tu veux, le piège, c'est l'état amoureux. Parce que quand il y a de la connexion avec de l'état amoureux à l'intérieur de la connexion, là, tu montes au rideau. Là, c'est ce qu'on appelle la fusion. Et là, en général, tu as du mal à dégripper. Parce que ça te colle, la fusion, ça te colle un état de manque. Et c'est là où il y a la trappe-nigo. C'est que la plupart du temps, quand tu repars et que tu retouches cet état amoureux, je l'ai vu là récemment, je retouchais cet état amoureux à la connexion, souvent charnelle pour moi, mais ça peut être autre chose pour d'autres. Et ben d'un coup, le réflexe, c'est l'agrippement.
Et c'est plus fusion-diffusion. Vraiment problématique ça. C'est ça, et ça c'est un vrai piège en fait. Il faut bien mettre la loupe quand on ressent un état de manque sur mais qu'est-ce que je suis en train de ressentir, ça veut dire quoi, qu'est-ce qui est en train de se passer, pourquoi je suis en manque. C'est une addiction hein, la fusion. Ouais. Donc, et puis ça revient. C'est une construction. C'est aussi une construction. C'est à la fois une addiction chimique, parce que c'est chimique, tu es au sommet avec toute ta chimie, hein, oui. et à la fois c'est aussi une construction. Ça rajoute une construction mentale. Une construction mentale, c'est le mythe du couple machin, au sommet, romantique, etc. Et puis c'est de la régression parce que tu retournes dans le ventre de ta mère, puisque tu fais de l'unité. Donc c'est régressif. Et ça, il faut lutter contre en fait. Sinon tu repars comme avant, en mode... Et dans ce processus de guérison, qu'est-ce qui t'a le plus étonné ou surprise à ce moment-là, quand tu es partie sur cette voie salvatrice? Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ce qui m'a vraiment surprise, c'est moi qui n'étais pas folichonne d'être seule. Moi, la solitude, je ne suis pas une grande ermite, tu vois. Ni la méditation, j'aime pas ça. Enfin, tu vois, c'est pas... et donc, du coup, ce qui m'a surprise, c'est que j'ai fait exprès de créer des espaces de solitude dans le silence. Mais moi, c'était plutôt allongé dans le confort. Moi, j'aime pas être comme ça, tu vois. Genre, je médite. C'est pas mon truc. Mais chacun a ses goûts. Hein. Non, mais moi, tant mieux pour ceux qui trouvent leur compte là-dedans. C'était pas moi. Je ne ressemble pas. Donc moi, j'avais vraiment besoin, comme je suis plutôt active, de trouver dans le corps une énorme détente. Tu vois, que les muscles, ils relâchent. Allongé, je me mettais un casque de la musique et je restais peut-être des fois une heure et demie. Au début, ça me saoulait, tu vois, j'étais tendue. Parce que le silence, c'était pas mon truc. Oui. Ça m'a surprise. Ces espaces de silence où à un moment donné, il y a quelque chose qui s'ouvrait, comme un rêve éveillé, avec des images hypnagogiques. Je sais pas, certains l'ont certainement vécu. Et le corps, il est tellement relâché, il y a tellement de récupération énergétique dans la récup. Tu vois, quand tu récupères comme ça, c'est le système nerveux en fait qui s'autorégule. Hein. En réalité, c'est juste ça physiologique. J'en avais tellement besoin, j'étais tellement montée en stress que là, mon système, il se régulait. Et ça... Mais c'était incroyable, j'ai touché des espaces incroyables. Ça m'a surprise. Ça m'a donné le goût du silence, du calme, du ralentissement, de la solitude. Et puis après, ça a été, ah bah oui, tiens, c'est goûteux ce truc. Et après, ça a été, ah mais je peux manger toute seule en me faisant des petits plats géniaux en pleine conscience. J'adore, il y a du silence, personne ne me bavarde dans les oreilles, c'est génial. Puis ça a été plein de choses comme ça, où j'ai vraiment découvert qu'il y a des moments, pas tout le temps, mais des moments de solitude où c'est vraiment incroyable, quoi. Je me disais, mais c'est mieux que quand il y a quelqu'un à côté de moi. Après... Oui, tu es dans la relaxation. J'étais dans la relaxation vraiment profonde, c'était fou, quoi. Et après, mais maintenant, j'aime bien les deux. C'est-à-dire, je peux aller dans les deux espaces, ça me donne une option. Et je peux aller aussi dans l'espace de la fusion, à deux, dans la connexion, en étant là, waouh, c'est trop bien d'être avec toi, comme c'est, j'adore. Et je peux aller dans, ah ouais, mais c'est trop bien toute seule. Je peux trouver des espaces qui sont aussi chouettes toute seule. Ils sont juste très différents. Voilà. Et la porte, moi j'avais un enseignant, je me rappelle, un enseignant de tantra qui m'avait dit comme ça, attention, tu es trop fusionnel, tu te perds là-dedans. Il m'avait dit, la porte c'est la solitude. Et moi je disais, ouais, bon, il est gentil. Remplis-toi de toi, de ton désir, de machin. Je le regardais, à l'époque j'avais une trentaine d'années, tu vois. Ouais, bon, c'est bien gentil tout ça, mais alors j'y arrive pas du tout. Tu vois. Je veux bien te croire, mais franchement... ça ne me parle pas, j'y arrivais pas. J'essayais et c'était en vain, j'y arrivais pas. Donc j'étais toujours en train de « Ah mais c'est quand même bien l'amitié, c'est quand même bien l'amour, c'est quand même bien d'être touché, c'est trop bien cheese !» Tu vois, j'arrivais toute seule, j'étais là. Ouais, bof. Ouais, c'est moins terrible toute seule quand même, tu vois. Ouais. Jusqu'au moment où... c'est ça, dans cette période-là, j'ai vécu ça, je l'ai éprouvé physiquement. C'était pas juste théorique. Ouais. Mais il faut vraiment le vivre, ce truc. Et ça, c'est, tu vois, je donne des formations en ligne, des fois, sur le vide affectif notamment, parce que du coup, je me suis dit, tiens, j'ai découvert des trucs, je vais le partager dans la formation vide affectif. Et justement, j'apprends à créer ces espaces que moi, j'ai découverts, mais en petit à petit. Tu peux pas, tu vois, c'est pas un truc que tu vas choper comme ça. Il faut vraiment les découvrir. Et ça, mais c'est une démarche en fait. Et je suis très contente parce qu'en général, les gens, quand je leur propose ça, c'est par forme d'exercices ou de pratiques. Il y a plein de gens qui sont dans ma formation, qui arrivent à toucher ces espaces et à faire cette bascule, ce qu'on appelle aller vers la solitude de l'empereur en fait. Ouais.
Et pas le mendiant qui va faire couple, famille, famille, famille. Surtout quand il n'y a pas, s'il y a tant mieux, mais quand il n'y a pas, tu fais quoi? Ou quand il y a des relations un peu toxiques comme ça, tu fais quoi? Et est-ce que tu as eu des rechutes comme ça après? Oh, oui, oui, ça s'est pas fait en... Bah, le goût de la relation amoureuse ou la relation de couple, fallait vraiment que j'aille mal, hein, parce que j'avais déjà fait un tour de manège avec un autre mec avant, Ouais. pendant 12 ans. J'étais vraiment pareil, très, très amoureuse, un couple compliqué, mais j'étais très amoureuse. J'avais des troubles du système nerveux, mais je n'étais pas arrivée au sommet du burn-out amoureux. Donc j'avais déjà eu un avertissement avant, mais je n'avais pas lâché l'histoire de la fusion, de la belle histoire d'amour, etc. Tu vois, Ouais. je pense que je n'avais pas assez souffert. Souvent, je dis à mes patients, tant que vous ne souffrez pas assez, vous ne pouvez pas lâcher l'affaire. Vous n'avez pas craqué le truc. Ou alors vous lâchez cet homme-là ou cette femme-là, mais le prochain, vous refaites un tour de manège. Oui. Il faut vraiment aller au bout du système, souvent pour certains, comme moi je l'ai fait, du burn-out amoureux, pour se dire, bon là, il faut vraiment que je change mon fusil d'épaule, il faut vraiment que je devienne, que je vive l'expérience de la solitude et que ce soit OK, ou que je vois pourquoi je m'accroche comme ça, quoi. Et tu as appris des choses du coup à partir de là sur l'amour, sur toi-même, sur... Beaucoup, ouais. Sur l'histoire de la solitude, sur que le fait de faire couple, c'est une super idée. Moi, j'adore l'idée du couple, mais avec moins d'attente. Oui, déjà. surtout moins d'attente. Moins d'attente, surtout moins d'attente. Plus de légèreté, du coup. Les compétences à mettre des limites aussi, mais des vraies limites, pas des petites limites, parce que tu peux râloter, mais... Oui. De nouveau, j'avais l'impression que je savais mettre des limites, mais en fait, je râlais un peu, quoi. Oui. C'est pas des vraies limites, c'est pas ça allait pas loin, mes limites. Ouais, puis sortir des zones aveugles, hein, faire un travail sur soi, qui est nécessaire quand même en général. Franchement, si j'avais pas fait tout ce travail en thérapie après ce burn-out, j'aurais eu du mal, quand même. Ouais. C'est vraiment, moi j'invite vraiment les gens à... C'est pour ça que je monte des groupes, parce que, bon là je l'ai fait en individuel pour moi, mais les groupes, c'est aussi salutaire. Parce que ça résonne, tu vois. Là, je parle de mon histoire, mais souvent, eux, ils parlent de leurs histoires, qui résonnent avec les histoires des autres, et ils s'entraident entre eux. Et ah oui, moi, je suis passée par là, ah, moi, j'ai fait ça, et tu pourrais faire ça. Enfin, tu vois, ça marche super bien, ça. Non, des groupes de parole comme ça, où c'est un super soutien. Ouais. On ne se sent pas seul à vivre nos trucs, quoi. Oui, finalement... On fait partie de l'espèce humaine. Clairement, on quoi. On a beaucoup de ressentis communs. Hein. Complètement, alors ça c'est sûr. Donc, on n'est pas unique. Hein, ah non, on n'est pas unique, non, on n'est pas grand-chose et on n'est pas unique. Tu m'étonnes. Et ces burn-out amoureux, c'est vrai qu'il y en a plein qui le traversent, malheureusement, c'est comme ça, c'est comme les burn-out professionnels. Ouais. Mais des fois, c'est vraiment... c'est des burn-out, c'est vraiment dramatique. Hein. Ouais. C'est t'as tout qui crame, hein, donc là, tu es au bout du rouleau. Là. C'est vraiment, tu peux plus, en général, tu ne peux plus bosser. Moi, je ne peux plus rien faire. D'ailleurs, j'avais arrêté de bosser pendant 6 mois, 8 mois. Je ne pouvais plus rien faire. C'est out, complet, out. Ça disjoncte. Ah non, mais c'est grave. C'est pour ça que c'est important de le voir venir. Ouais. Et c'est ça, tu vois, de surtout pas méconnaître les signaux précurseurs qui sont la limérance. C'est aussi le stress chronique. Donc, tu as des troubles du système. C'est toujours ruminer. Tu es obsédé, mais comment je pourrais changer les choses et comment on pourrait faire, qu'est-ce que je peux trouver comme idée pour que le couple marche. Et il faut que ça marche, mais ça ne marche pas, mais j'ai l'espoir que ça marche. Il faut qu'on persévère, je vais trouver des idées, on va trouver des idées. C'était sans arrêt, tu vois, parce que tant que tu as l'espoir, tu continues. Oui, tu crois que tu dois te retrouver en recherche de solutions alors tout que ça, c'est une fausse direction. Tout le temps. Problème, solution, problème, solution. Voilà. Tu passes ton temps à dire mais il faut que je trouve une solution, on va trouver une solution, on va trouver une solution toute seule, je vais trouver une solution à deux, on va trouver une solution, on va faire une thérapie de couple, alors un peu peut-être, mais au bout d'un moment, tu fais des milliers de trucs puis ça marche toujours pas, donc à un moment donné, faut arrêter. Ouais. Et tout ce temps que tu passes à essayer de trouver des solutions, ça peut prendre 1 an, 2 ans, machin. Et t'es pas bien. T'es pas bien. En fait, tu vois que t'es pas bien. Alors l'autre, il va souvent mieux que toi en général. Il est moins en burn-out que toi. Mais ton organisme, à toi, il te le fait payer. Il te le fait payer. C'est toi qui dois te respecter parce que c'est toi qui vas plus mal que l'autre. L'autre, des fois, il va mal, mais toi, tu vas encore plus mal. Ouais. Ah oui, non, c'est sûr. Hein, il faut toujours écouter les signaux de son corps, être dans le respect de son corps.
Et quitte à voir les choses comme un sacrifice, le fait d'arrêter un couple, mais c'est... Et, ouais. Et des fois, il y a ces mesures à prendre, elles sont très difficiles quand tu l'as rendu indispensable, ou on l'a vu quand il y a les enfants, ou quand il y a une super maison, des habitudes de vie qui sont prises. Et puis cet attachement qui se fait au cours du temps. Quand même, Oui. on partage plein de moments ensemble, un attachement qui se fait. Hein. C'est ça, on s'attache. Oui. Donc c'est compliqué de se détacher de quelqu'un. Oui, mais ça c'est quand on est avec son compagnon au long cours, à un moment donné. Oui, hein. L'idéal, c'est de ne pas se retrouver dans ce type de situation dès le départ de la relation. Ah oui, non, c'est pas bon, de caler la relation. Bah, c'est-à-dire qu'après, quand tu vis des trucs comme ça, en tout cas pour ma pomme, aujourd'hui, quand je démarre une relation, je me vois différente. Hein. Je mets beaucoup plus de limites facilement. Et des fois, je me dis, je suis pas sympa. Je me dis quand même. Par exemple, là, je suis avec un mec qui est à Paris, d'accord. Je fais couple avec un mec qui est à Paris. Eh ben, dès le départ, mais ça, je me reconnais pas. Tu vois, je lui ai dit, écoute, moi, j'irai pas à Paris. Voilà. Donc, mais c'est fou. Alors, et lui, je lui dis, bah écoute, si ça t'intéresse, c'est ok pour moi que tu descendes, mais moi, je monterai pas parce que ça m'épuise en fait les déplacements. Bon, bah ok. Alors, si lui, ça l'épuise pas, ça va. Mais je lui demande pas de venir faire couple avec moi. Je lui dis, écoute, tu vois, c'est ok pour moi. Et je me dis, mais je suis quand même vachement pas sympa. C'est pas réciproque. Lui, il fait les déplacements, pas moi. Et je pourrais, avant, je me dirais, ah non, mais c'est pas normal. Hein. Dans la vie, il faut être équité. Hein. Sinon, c'est lui qui fait des efforts et toi, t'en fais aucun. Tu vois, je me disais ça. Mais c'est un idéal du moi, puisque moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai pas la marge pour me faire les déplacements. C'est pas négociable. Donc, c'est comme ça. Quitte à pas faire couple, c'est comme ça. Après, on verra hein, si ça continuera dans la durée. Mais en tout cas, tu vois, c'est des trucs, c'est incroyable. Et là, je me vois, j'ai changé. Je me dis, mais là, je suis plus la même, quoi. J'ai plus la même représentation du couple. Non. Et je me dis, même si je suis pas sympa, mais au moins, je me respecte. C'est pas une question d'être sympa ou pas sympa, c'est une question de dire, mais là, ça va pas le faire, quoi. Sinon, je vais le faire, je vais aller me déplacer, et puis je vais faire payer le truc, quoi. Tu vas lui en vouloir. Ouais, je vais en vouloir, le pauvre, il est pour rien. Et pour ceux qui vivent en ce moment un burn-out amoureux, qui se reconnaissent dans tout ce que tu expliques, quels conseils tu leur donnerais? Bah ouais, même pour moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. C'est de la thérapie, prenez à consulter, voilà, faites des formations en ligne, comme je propose, des choses comme ça. Enfin, des trucs où vraiment vous mettez le doigt sur... oui, c'est se faire aider, en fait. Et se faire soutenir aussi en amicalité. Moi, j'ai vraiment eu dans cette période-là, mais j'étais tellement mal que j'ai eu des amis, ça se compte sur le bois. Ça, à ce moment-là, d'ailleurs, t'en faisais partie, ça fait partie des personnes sur qui tu peux compter. Il n'y a pas tant que ça, en fait. Tu vois. Mais c'est bien, ça te fait aussi un tri sur les relations plus superficielles et ceux qui sont vraiment là, qui te disent, bon, bah voilà, t'es vraiment tellement mal en point, je vais être là pour toi. Voilà, tu tends le bras. Et ça t'apprend aussi à chercher, plus tard, à continuer de chercher des confidents, des personnes vraiment proches avec qui tu vas pouvoir faire des... Quand toi, tu seras mal, moi, je serai là pour toi. La ressource. La ressource. Et quand moi, je suis mal, tu es là pour moi. Tu vois, donc aujourd'hui, c'était moi, mais demain, ça sera peut-être toi, tu vois. Et donc voilà, et ça apprend aussi à augmenter des compétences, de trouver des amis très proches sur qui, il n'y a pas besoin d'avoir 50, hein, sur qui on sait que quand on est au plus mal, on peut toujours les appeler. À n'importe quelle heure du jour. Ou alors tu mets un mot à 3 h du matin, je suis au plus mal, je suis au plus mal. J'ai appris aussi ça, et ça aussi c'est ma psy qui m'a beaucoup aidée à me dire, mais tu n'es pas obligé d'attendre d'être au fond du trou pour appeler, soit m'appeler moi, ou soit appeler tes amis. Tu vois, dès que tu commences à sentir que tu es un peu en baisse là, tu peux commencer, ou ça gratte un peu, tu peux commencer à demander de l'aide. Parce que ça aussi, souvent en burn-out, tu ne demandes pas d'aide, sauf quand tu es très tardif. Et ça, c'est malsain. Apprendre à vraiment dire, bon voilà, ça va pas très bien, bon l'autre, elle va pas te rappeler à la seconde, elle peut te rappeler dans 1 heure, dans 2 heures, je finis, je t'appelle, tu vois. Mais c'est important d'oser demander du soutien quand tu es au plus mal. Et moi, très souvent, des fois, parce que moi, j'ai un agenda hyper pris à l'avance. Donc, soit je les mets en urgence et j'arrive à trouver un créneau, soit je les oriente sur d'autres thérapeutes. Hein. Les personnes qui peuvent prendre aussi en urgence, j'ai l'habitude de faire ça, j'oriente sur d'autres. Merci Véronique, je pense qu'on a fait le tour de la question du jour. Un mot de la fin? Oui, vous avez donc, je rappelle, le lien sur le PDF que j'ai fait
sur le burn-out amoureux. C'est sur mon site, donc vous pouvez avoir l'accès gratuitement. Je vous mets les liens. Donc c'est mon site, hein, veroniqueaude.com. Hop, ça apparaît en tout début, le burn-out amoureux, l'e-book. Vous avez la conférence, je mettrai le lien sur la conférence que j'avais donnée il y a quelques années en arrière sur le burn-out amoureux. Et voilà, donc comme ça vous serez un peu plus au clair. J'ai vraiment développé à l'écrit, j'ai vraiment fait un truc là-dessus. Super. Ben, merci.